Très bien. Eh bien, écoutez, ça fonctionne. Bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire de l'année organisé par le réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré et il sera communiqué dans la foulée à toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui et qui étaient intéressées, et un peu plus largement à nos adhérents d'ailleurs, qui pourraient le transmettre à d'autres personnes concernées par la question de la formation. Alors, juste un tout petit contexte pour vous dire pourquoi ce webinaire. Donc, en tant que réseau associatif et réseau surtout de professionnels de la PG Prox, on a comme mission de contribuer à la professionnalisation de notre filière et à la montée en compétences des structures qui adhèrent à notre réseau. Et c'est pour ça qu'on propose ces formats donc, de webinaires et aussi de journées techniques sur le terrain prochainement, où on va justement pouvoir approfondir des sujets. Donc, début juillet, on a creusé la question des qualités et des usages de différents types de compost. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un peu plus restreint, je dirais, dans le sens où il concerne peut-être un peu moins de personnes, qui est celui de la formation PG Prox. Comment faire pour se retrouver en situation de formation sur les thèmes de la PG Prox, parce que on doit faire face aujourd'hui à une demande croissante de personnes qui souhaitent se former un peu partout sur notre territoire en Nouvelle-Aquitaine. Et il est aussi prévu dans notre plan d'action qu'on puisse offrir des formations un peu partout sur le territoire au plus grand nombre de personnes, en espérant, bien entendu, que cette demande continue de croître et que donc il soit nécessaire qu'on soit un peu plus armé pour voilà, la vague à venir. Et du coup, aujourd'hui, on va vous présenter différentes façons de pouvoir dispenser des formations PG Prox, puisque souvent on pense à une seule qui est celle de créer son organisme de formation, mais en fait, on verra qu'il y a d'autres options possibles, et peut-être que certaines d'entre elles vont vous inspirer pour la suite et vous amener à faire évoluer vos projets professionnels. À ce stade, je pense que j'ai dit assez de choses sur le contexte global. Donc, ce webinaire va être animé par deux personnes, essentiellement, de deux structures, avec de nombreux témoignages qui vont venir jalonner ces 2 heures. Donc, c'est Céline Solbay de la SIC Aura du Sol en Dordogne et Solange Artus d'Arlon des Oasis en Ville, basées à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, c'est elles qui vont prendre la suite et vous présenter un petit peu le fruit de leur travail, de leur recherche sur cette question-là. Il y aura des questions qui vont pouvoir être possibles, enfin, que vous allez pouvoir poser tout au long de ce webinaire. Soit en levant la main, il y aura des temps dédiés, soit dans le chat avec des personnes qui vont essayer de compiler vos questions. Et voilà, je pense qu'on peut se lancer. Très bien, merci Julie. Bonjour à tous et donc bienvenue sur ce webinaire. Donc effectivement, moi je suis Céline et il y aura donc Solange qui va intervenir également. Plusieurs témoignages sur ce webinaire et on va tout de suite démarrer Solange avec la deuxième diapo. Pour vous donner un petit peu le contexte, donc effectivement, l'arrêté du 9 avril 2018 qui encadre la gestion de proximité impose d'avoir un référent de site formé pour toute installation de site de compostage mis en place. Puis derrière, il y a eu la loi AGEC, puis le déploiement des sites de compostage, et ce qui nous a amené à ce besoin de multiplier le nombre de formateurs, puisque le nombre de référents de sites augmentant ou devant augmenter, il fallait bien qu'il y ait aussi des structures qui puissent former pour répondre à la demande. Donc, du coup, effectivement, le RCCNA a souhaité anticiper un petit peu le changement d'échelle, comme le disait Julie, pour qu'on se prépare à cette vague de 2024 qui est censée arriver. Et donc, voilà pourquoi ce webinaire. Tout d'abord, dans le contexte, en France, il faut savoir que toute formation professionnelle doit être dispensée par un organisme de formation, donc on appellera pendant tout ce webinaire les OF. Et depuis le 1er janvier 2022, la certification qualité Calliope est obligatoire pour continuer à bénéficier des fonds publics. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être Calliope lorsque l'on est un centre de formation, mais c'est ce qui permet effectivement de bénéficier des fonds publics mutualisés.
Et puis, la formation de la filière PG-Prox doit être dispensée donc, par un organisme charté. Et on verra tout à l'heure avec le témoignage de Cécile comment ça se passe pour être charté PG-Prox, puisque c'est le réseau Compost Citoyen National maintenant qui porte ce chartage. Donc, effectivement, comme nous l'a dit Julie, on a plusieurs scénarios possibles pour répondre à l'ensemble de ces exigences. Donc, principalement 3. Soit devenir organisme de formation, donc ça veut dire avoir sa propre structure, être déclaré en préfecture pour l'activité de formation, se faire charter PG-Prox auprès du RCC national, et puis, si on veut pouvoir bénéficier des fonds publics, avoir cette certification Calliope. Le deuxième scénario, c'est être attaché à une CAE, et là, on verra Aurélie Montchani tout à l'heure qui nous en parlera, puisqu'elle est tout à fait dans ce cas, donc elle sera plus à même que moi de l'expliquer. Mais c'est également aussi avoir sa propre structure, devenir salarié entrepreneur d'une coopérative d'activité et d'emploi. À ce moment-là, il faut que, effectivement, cette CAE soit elle-même organisme de formation, certifié Calliope toujours pour bénéficier des fonds publics. Et puis, c'est à ce moment-là, Aurélie nous l'expliquera, soit la CE, et là, dans son cas, c'est plutôt les formateurs qui demandent le chartage PG-Prox. Et puis, le dernier scénario, c'est être prestataire pour un organisme de formation, c'est-à-dire que l'on a toujours sa propre structure pour pouvoir facturer à un organisme de formation. Et puis, c'est travailler en partenariat. Donc là, on fera un témoignage avec Solange, qui est prestataire pour notre organisme de formation. Quand je dis notre, c'est l'organisme de formation Aura du Sol qui est basé en Dordogne. Et bien entendu, toujours, l'organisme de formation doit être certifié Calliope et puis doit être charté PG-Prox également. Voilà. Ce qui est important, ce qu'on a essayé de transmettre un petit peu dans ce webinaire, c'est la petite ligne qu'il y a dessous, c'est que l'organisme de formation, quels que soient les scénarios, est toujours garant de la qualité des formations dispensées. Donc, avoir un œil sur les formateurs qui dispensent ces formations, soit si c'est un prestataire, soit si c'est un salarié, un petit peu en fonction des modes, des scénarios choisis. Voilà. Je propose de donner tout de suite la parole à Aurélie Aubergeon, du coup, qui se trouve, elle, tout près de Les Doléron, qui s'est montée récemment, constituée récemment en organisme de formation et qui va pouvoir nous expliquer les démarches qu'elle a dû mettre en place, le temps que ça a pris, les coûts. Elle va tout vous dire. Aurélie, je te laisse la parole. Merci, Céline. Donc, moi, je représente l'association Terre d'éveil, qui est basée, comme vous avez dit, Céline, sur Oléron. Donc, en fait, on est. Aurélie, je pense que ce serait utile que tu coupes ta caméra, parce que du coup, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de bande passante chez toi, et donc pour qu'on puisse bien t'entendre, il faudrait. Je t'entends pas très bien. Voilà. Oui. Vas-y, retente. C'est mieux comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je vais rapprocher peut-être mon ordinateur. Donc, je disais, oui, que j'étais chartée PG-Prox depuis novembre 2021 et en même temps, le Calliope aussi en novembre 2021. Et donc, du coup, l'association Terre d'éveil, en fait, dispense plusieurs actions, de l'accompagnement de projet, formation, animation et sensibilisation sur les différentes thématiques que vous pouvez voir affichées. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt le compostage. Donc, je vais passer sur le reste. Et donc, on accompagne toute structure et tout public. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc, déjà, je vais vous expliquer comment on crée un organisme de formation. Donc, dans l'idée, comme on l'a dit, il faut déjà avoir une structure. Donc, quand on dit structure, ça peut être une association, ça peut être une auto-entreprise, ça peut être une entreprise quelle qu'elle soit. Peu importe, il faut une structure. Après, il faut se déclarer auprès de la DRETS, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de sa région, au moment du lancement en fait, d'une première action de formation. Sans dépasser, en fait, il y a un délai de 3 mois après la signature de la convention avec la personne ou l'entreprise pour laquelle on fait cette action de formation. Donc, il y a différentes pièces à fournir, que vous pourrez trouver tout ça en ligne, hein, mais il y a un CERFA, il faut bien sûr l'inscription à l'INSEE si on a une association, ou l'extrait de CABIS si on a une entreprise. Il faut donc la première convention de formation dont je viens de vous parler, le programme détaillé de la première action de formation, décrivant notamment plusieurs points précis, les dates, le tarif, les objectifs de la formation, etc., etc., le programme, bien sûr.
Il faut aussi la liste des formateurs et leur CV. En fait, c'est comme quand on crée une entreprise, il faut en gros prouver qu'on a les capacités euh, être à même de faire ces formations-là. Et il faut aussi, bien sûr, le casier, l'extrait de casier judiciaire. Les principales obligations après la création, donc chaque année, en fait, on doit rendre un bilan pédagogique et financier avant le 31 mai. Donc, depuis quelques années, c'est facilité parce qu'il y a un portail qui est dédié à tout ce qui est administratif. Donc, sur mes démarches emploi et formation, et c'est toujours auprès de l'adresse. Donc, voilà, c'est en ligne, ça se remplit assez facilement, mais il faut effectivement penser à le faire et à bien détailler tout ce qui est financier, mais uniquement la partie formation. Et après, il faut donc respecter toutes les règles relatives à la comptabilité, mais comme dans toute entreprise, hein, concernant les actions de formation, qui doivent être, comme je vous ai dit, dispensées à part du reste si on est comme nous à avoir plusieurs actions, comme l'accompagnement de projet ou autre, ou l'animation. Merci. Donc, on en a parlé aussi, la certification, donc, qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 si on veut pouvoir bénéficier, ou en tout cas faire bénéficier nos stagiaires de financements particuliers comme les OPCO ou l'accès aussi pour les entreprises au remboursement ou le CPF. Donc, la certification Calliope, en fait, c'est un gage de qualité. D'abord, c'est toute une démarche. Donc, elle est valable 3 ans. Donc, on a d'abord un audit initial de 7 heures, un audit de surveillance et après un audit de renouvellement au bout des 3 ans. Donc, c'est délivré par des organismes certificateurs qui sont accrédités par le COFRAC. Donc, il y en a différents, à nous de choisir ceux qui nous conviennent le mieux. Et donc, pour obtenir la certification Calliope, en fait, il y a 7 critères à respecter qui sont eux-mêmes décomposés en 32 indicateurs. Donc, c'est très précis. Donc, ça nécessite beaucoup d'investissement et de temps, en fait, pour pouvoir répondre à tous les critères et tous les indicateurs. Donc, il y a déjà un temps de création de tous les documents obligatoires, hein, par exemple, le règlement intérieur, les livrets de salariés, les devis, les conventions, les conditions de vente, toutes ces choses-là. Et il faut aussi rédiger une démarche qualité, en fait. Il faut clarifier l'organisation qu'on va avoir pour chaque formation et aussi pour chaque stagiaire. Quel va être le process à partir du moment où on a une demande d'inscription jusqu'à après la formation. Donc, il faut clarifier toute cette organisation-là. Donc, ça demande du temps et avoir à chaque fois des critères pour prouver qu'on a bien respecté tout le protocole. Donc, en fait, il faut savoir décrire cette démarche-là, il faut le faire et il faut pouvoir, donc, comme je vous disais, le prouver. Donc, que ça soit par mail, par les documents, par des photos. Par exemple, lors de la formation, si on dit qu'on va demander les attentes des stagiaires le premier jour, eh bien, il faut pouvoir prouver qu'on a demandé ces attentes aux stagiaires, donc soit par une photo, par quelque chose qui a été créé par eux, soit par un document. Enfin, il faut pouvoir tout prouver. Et donc, pour pouvoir y arriver, un accompagnement est fortement conseillé. Et là aussi, ça a un coût. Donc, l'accompagnement, en fait, moi, par exemple, je me suis fait accompagner par une personne que j'ai trouvé et que j'ai fait financer grâce à mon CPF, donc que j'ai pris sur mon temps, sur mon compte, sur mon compte à moi et pas de l'association, parce qu'à l'époque, quand je l'ai créé, j'étais pas salariée de l'association, j'en étais la présidente. Donc, au niveau du coût, pour mon accompagnement, vu que c'était passé par mon CPF, c'était de 2 000 euros. Si je le faisais par l'entreprise, ça serait plus cher. Et au niveau, le temps, je crois que je vous l'ai dit, mais l'audit, ça dure 7 heures en visio. Donc, c'est assez intense. Il faut être plutôt bien organisé pour pouvoir montrer tous les documents et avoir un classement adapté et être assez rapide vis-à-vis de ça. Et donc là aussi, ça a un coût, l'audit. Donc, comme je vous ai dit, par les organismes certificateurs de la COFRAC. Donc, moi, je suis passée par j'ai perdu le nom, l'ICPF.
Donc, en fait, les coûts, ils varient en fonction des organismes certificateurs. Si c'est notre première demande de certification, si c'est un renouvellement, en fonction du nombre de salariés et du nombre de formations dispensées et du chiffre d'affaires de l'association. Donc, moi, quand je l'ai passé, j'étais en cours de me salarier, donc il n'y en avait pas encore. Et il n'y avait pas donc le nombre de salariés. J'avais pas dispensé de formation au nom de Terre d'éveil. Et donc, on n'avait pas non plus de chiffre d'affaires parce qu'on venait de se créer. Et pour vous donner un ordre d'idée, là, j'ai payé 2100 euros pour la première demande de certification. Et il n'y a pas longtemps, du coup, j'ai dû payer pour l'audit de surveillance que je n'ai pas encore fait. Et c'était de l'ordre des 650 euros, quelque chose comme ça. Et le renouvellement sera bien entendu beaucoup plus cher parce que je serai salariée, j'aurai fait des formations et j'aurai un chiffre d'affaires. Et donc après, je ne vais pas trop développer le chartage PG Prox, ce que je laisserai Cécile faire juste après. Donc après m'être certifié Calliope, j'ai dû me charter PG Prox. Donc là, c'est la création des déroulés pédagogiques en respectant tout le référentiel de formation, donc de référence site et guide composteur, parce que je suis chartée pour les deux. Et après, il y a aussi une signature et le respect de la charte PG Prox. Et il y a aussi donc un règlement annuel de la cotisation, donc, qui dépend là aussi, Cécile vous l'expliquera, du nombre de formations et du nombre de stagiaires accueillis. Donc déjà, pour faire ces deux premières choses, c'est-à-dire me faire charter PG Prox et obtenir le Calliope, j'ai mis presque un an à obtenir tout ça. Donc, sachant que le Calliope m'a demandé beaucoup plus de temps que le chartage PG Prox. Parce que j'avais déjà animé des formations en lien avec Aura du Sol, qui vous parle, dont Céline expliquera un peu tout à l'heure. J'avais suivi la même démarche que Solange. Et, et donc, du coup, j'avais déjà une idée bien précise des déroulés et j'avais l'avantage d'avoir déjà été formatrice. Donc, c'est ce qui m'a permis de gagner du temps. Je pense que quand on démarre et qu'on n'a jamais fait, c'est beaucoup plus long. Et un coup qu'on en est là, eh ben, c'est pas fini. Il y a encore des petites choses à faire. Il faut créer tous les outils d'animation. Donc, moi, j'avais un peu gagné du temps vis-à-vis de ça. Par contre, il faut créer aussi tous ces supports, donc vidéo, PowerPoint, les livrets du stagiaire ou divers documents à remettre. Il faut aussi se créer un réseau, trouver des partenaires, des potentiels clients. Donc tout ça, ça demande aussi du temps. Et il faut trouver pour chaque formation un lieu, une salle à proximité d'un composteur. Il faut aussi trouver un traiteur si on offre la prestation du repas. Et il faut un lieu qui soit accessible aux personnes en situation de handicap parce que ça fait partie aussi du Calliope. Donc, il faut pouvoir trouver un lieu qui correspond à toute la démarche qu'on a mis en place dans le Calliope. Donc, il y a un temps administratif aussi qui est conséquent en amont, pendant et après la formation. Et du coup, il y a aussi toutes les mises à jour de chartage, notamment de la PG Prox, avec le nouveau module gaspillage alimentaire, donc, par exemple. Donc, il y a des nouvelles choses. Le site internet qu'il faut mettre à jour sur les dates, par exemple, la satisfaction clientèle, sur les tarifs qui peuvent évoluer. Tous les documents aussi qu'il faut mettre à jour. Et dans la démarche Calliope, il y a notamment plusieurs petits détails à penser, mais à mettre en haut la date de mise à jour, l'inscrire dans tel document, etc. Il y a aussi donc l'éveil juridique. Et, j'ai oublié quelque chose, mais ça me reviendra peut-être. Donc voilà, en fait, il faut faire tout ça et en respectant tous les points de la démarche qualité annoncée pour chaque formation et pour chaque stagiaire. Donc c'est ça en fait qui est le plus important et qui est assez, on va dire, énergivore, de penser à tout et de le faire dans le bon ordre comme on l'a annoncé au début. Et quand on démarre, au début, on pense qu'on va faire comme ça et finalement on se rend compte que ça serait peut-être mieux comme ça. Et donc, en fait, à chaque fois, on doit aller faire des mises à jour pour pouvoir respecter la démarche. Donc, c'est
en continuelle évolution. Et je voulais juste rajouter, aussi on parle de formation, mais ce qui est important de savoir, c'est que la formation, c'est 7 heures au minimum. Quand on est en dessous de 7 heures, on parle plutôt de sensibilisation. Et ça, c'est très important en fait, parce que souvent on l'oublie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai vu passer dans la discussion, mais je n'ai pas eu le temps de les lire. Oui, Aurélie, donc c'était dans la discussion une question de Guillaume Conti qui demande si tu peux donner le nom de la personne qui t'a accompagné grâce à ton CPF pour la démarche qualité Calliope. Alors, son nom, oui, il s'appelle Xavier Doucet. On pourra vous le mettre dans les liens si vous voulez. Euh, et après, moi, je l'ai financé par mon CPF. C'est par ici que je l'ai trouvé. Mais après, à mon avis, il en existe plein d'autres. Mais en tout cas, moi, avec lui, ça s'est très bien passé et c'était vraiment très bien. Effectivement, à la suite du webinaire, il y aura un compte-rendu qui sera réalisé et on pourra mettre des contacts éventuellement pour ceux qui veulent aller plus loin et se lancer dans la démarche. Merci Aurélie. Est-ce que nous avons d'autres questions? Il y aura peut-être des questions qui vont émerger à la suite de différentes interventions, peut-être pour même les intervenants du début du webinaire. C'est ça, je faisais le tour de tout le monde, voir s'il y avait des mains levées, mais très bien. Mais je vous propose du coup de passer à notre deuxième témoignage. Donc, Cécile. Bonjour tout le monde. Je te laisse la parole, voilà, pour que tu nous expliques tout ce qui se passe au niveau du national et du chartage. Voilà. Donc, le RCC national va avoir un rôle structurant et va pouvoir permettre le travail que vous faites les uns les autres sur le territoire. Donc, là, c'est très bien parce que le RCC NA nous donne cette fenêtre pour vous toucher, vous, les acteurs locaux en Nouvelle-Aquitaine. Nous, l'idée de notre travail au national, c'est de faire en sorte que les choses soient harmonisées sur le territoire. Donc, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que les formations PG Prox se fassent de la même façon à Lille ou à Marseille. Il y a 4 types de formations: référent de site, guide composteur, maître composteur. La dernière, je ne l'ai pas écrite, c'est chargé de mission déchets. Elle est très peu prisée. La plupart des agents des territoires des agents territoriaux vont faire un parcours guide et un parcours maître, alors que il y a un parcours pour eux, mais bon, bref. L'idée, ce que je viens de vous présenter, Aurélie, c'est une façon de faire pour être organisme de formation PG Prox. Ce dispositif, il existe depuis 2014. Il a été co-construit avec l'ADEME. C'est l'ADEME qui l'a porté au départ. Et à partir de 2019, l'ADEME a dit bon, bah, merci le RCC, vous nous avez donné tout l'aspect technique. Nous, on vous a donné un peu de structuration et de visibilité. Maintenant, c'est vous qui reprenez. Donc, depuis 2019, depuis juillet 2019, c'est le RCC qui s'occupe de ce dispositif de formation, qui le fait connaître et donc qui fait grandir le réseau des organismes de formation chartés PG Prox. On dit chartés PG Prox parce qu'on n'a pas fait de label, on n'a pas un protocole très lourd, on co-signe une charte entre l'organisme de formation ou le groupement de structures, comme vous a présenté Céline tout à l'heure. On signe une charte ensemble qui donne des droits et des devoirs au RCC et à la structure qui co-signe cette charte. Voilà. Et dans notre jargon, on dit, bah voilà, c'est un OF charté. Voilà. Là, je vais vous laisser le temps de... Alors, en gros, c'est moi qui reçois vos candidatures. Voilà, c'est moi qui les analyse. Avant, c'était un bureau d'études et maintenant, on est en train de réinternaliser cette mission-là. Donc, c'est moi qui les réceptionne, qui vous dit bah, OK, le dossier est complet et on va pouvoir analyser votre dossier et le faire passer en comité de pilotage. Alors, la procédure de candidature, je vous ai mis le lien ici. Ça renvoie vers notre site internet, le nouveau site internet du RCC. Sur cette page Devenir organisme de formation PG Prox, vous avez plein de documents qui vous permettent de savoir ce que vous devez m'envoyer pour candidater. Donc, il y a un courrier explicatif avec les étapes. Bon, d'accord, il va falloir que je le remette à jour, il est un petit peu vieux, mais en tout cas, il y a tous les documents qu'il faut.
Les étapes, les conseils, les documents à nous fournir sont dans ce courrier explicatif. Ensuite, vous m'envoyez votre dossier de candidature et il nous faut un certain temps. Donc, on a mis des dates limites de dépôt pour que je puisse intégrer dans mon emploi du temps l'analyse de candidature en vue d'un comité de pilotage. Donc, que je puisse analyser vos candidatures, vous faire des retours, vous dire, là, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous pouvez me dire en plus, faire des échanges avec vous. Et ensuite, on passe le dossier en comité de pilotage. Il y en a 4 par an. Et en gros, on fait une date limite de dépôt 2 mois et demi à 3 mois avant le comité de pilotage. Ça permet de caler les temps d'analyse des dossiers avant le comité de pilotage. Et comme je vous le disais, du coup, ça aboutit à des engagements réciproques entre le RCC national et l'organisme charté par la signature et le respect de la charte. Voilà, qui est disponible aussi sur le site internet du RCC. Et il y a aussi comme engagement une cotisation annuelle avec une part fixe et une part variable. Et cette cotisation, elle permet de faire vivre le dispositif de formation. C'est-à-dire qu'elle permet que je puisse faire certifier les parcours de formation, que je puisse les faire reconnaître, voilà, que je puisse faire des groupes de travail pour faire évoluer le dispositif, puisque au fur et à mesure du temps, depuis 2014, le référentiel de formation a pas mal changé. Donc voilà, ça permet, cette cotisation, de faire vivre le dispositif. Voilà. Alors, je vais vous rappeler les conditions pour entrer dans le dispositif. Donc, comme l'expliquait Aurélie, il faut avoir un numéro d'agrément, donc être enregistré auprès de la DRETS. Voilà. Donc, soit avoir son numéro à propre, soit candidater en groupement. C'est comme ça, dans notre jargon, c'est comme ça. Ce que vous a présenté tout à l'heure, Céline, les 3 colonnes là, soit on est organisme de formation soi-même, enfin notre structure, la structure est organisme de formation, soit elle s'est constituée en groupement. Donc, les types de groupements, ça peut être une CAE et un entrepreneur salarié, comme le présentera tout à l'heure Aurélie Monchani. Mais on peut aussi se constituer en groupement avec des structures qui font de la formation continue, telles que les CFPPA, les GRETA. Ce sont des organismes de formation type agricole, horticulture. Ils font de la formation continue, c'est leur mission quotidienne, et ils peuvent s'associer, se mettre en groupement avec une association ou un auto-entrepreneur, hein, mais souvent ce sont des associations qui n'ont pas la structure pour devenir OF, qui n'ont pas les épaules pour devenir OF, et qui vont se rapprocher de ces structures qui sont déjà dans le circuit pour faire un groupement. Et la caution organisme de formation, c'est le CFPPA, c'est le CFPH, le GRETA, ou alors c'est la CAE. Mais la structure qui forme, ça va être l'entrepreneur salarié ou l'association. Voilà. Et nous, le RCC, on accepte ces candidatures en groupement. Voilà. Le point qui est important, c'est que il faut être maître composteur. Il faut être maître composteur dans la structure. Il nous faut au moins un maître composteur validé avec une expérience de terrain. On incite à ce que ce maître composteur ait suivi une formation de formateur, parce qu'on peut très bien être maître composteur, avoir de l'expérience sur le terrain, mais pas être à l'aise en matière de formation. Et être formateur, c'est un métier. Donc, on demande à ce que dans la structure qui candidate ou dans le groupement qui candidate, il y ait un maître composteur garant de la cohérence technique d'une part et pédagogique d'autre part. Ça veut dire que pour le RCC, pour moi, mon contact principal dans la structure, ce sera cette personne-là. Voilà. Après, il peut y avoir des structures qui vont dire, bah voilà, moi, le contact pour la cotisation, ce sera un tel, le contact pour les schémas pédagogiques, ce sera un tel. Mais en tout cas, moi, je veux qu'il y ait absolument un maître composteur parce que le maître composteur, il a une vision globale sur un territoire, il a un retour d'expérience et une vision qui vont permettre de transmettre des choses qui sont différentes d'un guide composteur qui n'a pas le même positionnement. Voilà pourquoi on insiste sur le fait qu'il y ait un maître composteur dans la structure. Je répondrai à vos questions après. Alors, formateur sur les modules.
On peut avoir des guides composteurs sur les formations référents de site parce que justement, un guide composteur, il va avoir un petit peu plus de recul qu'un référent de site. Et donc, comme il va naviguer sur il va accompagner plusieurs sites de compostage, il peut être amené, avec de l'expérience, à former des référents de site. Donc ça, on n'est pas borné là-dessus. Par contre, on incite à ce que le maître composteur référent puisse suivre les premières formations du guide composteur sur le terrain. On accepte les intervenants extérieurs. Pendant un moment, on s'était dit, il nous faut que des maîtres composteurs comme formateurs et c'était pas tenable et c'est pas cohérent. On peut avoir des intervenants extérieurs qui vont être beaucoup plus pointus et beaucoup plus expérimentés que des maîtres composteurs. Notamment, par exemple, certains organismes de formation vont faire intervenir des agronomes sur de la formation maître composteur, ils vont faire des pédologues, ils vont faire intervenir des gens qui sont spécialisés dans la communication. Voilà. On peut avoir des formateurs variés du moment qu'on peut avoir accès, nous, le RCC, au CV de ces personnes-là. Et là, j'insiste, formation de formateurs recommandés. La plupart du temps, pour répondre à la question, il y a plein d'organismes de formation qui dispensent des formations de formateurs. La plupart du temps, 2 jours de formation, ça va bien. Voilà, c'est suffisant pour avoir les bases de comment on structure un schéma pédagogique, comment on suit le biorhythme des stagiaires dans la journée, à quel moment on fait un jeu, à quel moment on fait un PowerPoint, voilà. À quel moment on va sur site, voilà. Une fois qu'on a toutes ces conditions-là, la candidature et l'extension de périmètre, voilà. Alors, on insiste pour que les gens qui candidatent au dispositif ne candidatent pas sur tous les modules que propose le dispositif. On a eu ça au début du lancement du dispositif. On avait des organismes de formation qui pouvaient dispenser de la formation référentielle, guide composteur, maître composteur, chargé de mission. Il y avait tout qui était bon. Là, maintenant, on voit se présenter des structures qui sont organismes de formation, qui vont avoir un champ dans le développement durable, environnement, voilà. Mais ils ne sont pas spécialisés dans le compostage et ça nous fait un peu peur parce qu'on se dit ils vont faire appel à des formateurs, peut-être maîtres composteurs, mais ils n'ont pas forcément la culture de l'APG Prox. Donc, on a introduit cette année le fait d'abord candidater pour un parcours référent de site et guide composteur. On prend l'expérience sur 2-3 formations réalisées et ensuite on peut candidater pour faire une extension de périmètre. Il y a une faute dans mon PowerPoint, j'avais pas vu. On peut candidater pour le parcours MC et CMD, donc maître composteur et chargé de mission. Après, au moins 2 parcours guide composteur complets dispensés. Voilà. Merci. Ah oui, alors, j'ai mis en nota bene Calliope fortement recommandé. Le RCC n'impose pas aux organismes qui candidatent d'être Calliope. Pour le moment, on ne l'impose pas pour les parcours référents de site et guide composteur partiel. Par contre, on l'impose pour les organismes de formation qui veulent dispenser du parcours guide composteur complet certifiant et du parcours maître composteur certifiant. Voilà. C'est bon, on peut changer de diapositive si vous avez des questions après sur les critères d'entrée dans le dispositif. Tous ces critères, ils ont été au fur et à mesure du temps affinés, réfléchis par le comité de pilotage qui gère le dispositif. On fait des allers-retours avec les organismes de formation pour voir voilà, qu'est-ce qui est le plus adapté au terrain. Là, vous avez le détail de la cotisation au dispositif de formation pour faire fonctionner ce dispositif. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais ce n'est pas compliqué. Il y a une part fixe qui est un peu variable. Alors, je vous explique. Il y a une cotisation de base. Que vous ayez ou pas réalisé des formations ou que vous ayez fait des formations référentielles, vous payez une cotisation fixe de base obligatoire de 50 €. Voilà, ce n'est pas non plus la mer à boire, c'est 50 € par an. Ensuite, en fonction du parcours de formation que vous dispensez, vous allez avoir une cotisation fixe, une part fixe supplémentaire. Si dans l'année, vous avez réalisé des formations guide composteur et que vous êtes charté maître composteur aussi,
Et ben nous, on ne comptera que les formations réellement réalisées. Donc, vous aurez les 50 € de base plus 100 € si vous avez réalisé uniquement des formations guide composteur. Par contre, si vous êtes charté référentiel, guide composteur, maître composteur, vous avez réalisé des formations maître composteur dans l'année, on va vous appliquer une part fixe de 50 € pour la base, plus 350 €. Ce n'est pas cumulatif. Voilà. Donc ça, c'est la part fixe et à laquelle on ajoute une part variable. Et cette part variable, elle dépend du nombre de personnes formées. Donc, en fonction du nombre de stagiaires que vous aurez sur une formation guide composteur, on va vous demander le nombre de stagiaires qui sont venus et combien de jours ils sont restés. Donc, on va faire une cotisation de 12 € par jour stagiaire. Voilà, quel que soit le parcours, référentiel, guide composteur, maître composteur ou chargé de mission déchets. Et comme nous, on est non assujettis à la TVA, du coup, c'est 12 € TTC par jour stagiaire. Voilà. Et je vous ai mis un exemple. Ce document est téléchargeable sur la page Devenir organisme de formation de notre site internet. Donc, vous pouvez aussi la télécharger. Et alors, cette cotisation, elle est calculée sur les remontées de données que font les organismes de formation, ce dont parlait Aurélie Aubergeon tout à l'heure. Le site internet est aussi un outil pour les organismes de formation. Il y a un catalogue qui permet de communiquer vos formations, de mettre vos calendriers de formation. Donc, ça veut dire les dates de session que vous allez réaliser. Et donc, il y a un outil qui n'est pas visible du grand public qu'on vous demande d'utiliser, qui permet de renseigner les stagiaires qui sont inscrits à ces sessions de formation, les modules qu'ils ont validés. À partir de là, vous allez avoir une petite gestion de ces éléments-là qui vont permettre d'éditer les attestations de fin de formation. Et nous, en fait, ces informations-là, le RCC, on peut en tirer des statistiques, d'une part, de savoir qui a été formé dans les formations inter et intra. On vous demande aussi de nous remonter les formations que vous faites auprès du CNFPT, pour une collectivité locale. Ça nous permet de collecter des données pour pouvoir faire des statistiques, de savoir quel parcours a été le plus sollicité cette année, quel est le profil des gens formés, et de permettre de faire un observatoire des métiers en même temps qu'on veut faire un observatoire des sites de compostage. Voilà, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus professionnelle en fait sur le développement de la filière, et c'est un outil qui est hyper important pour nous. Voilà pourquoi j'insiste. On peut changer parce que je vois que le temps avance. Je ne sais pas si je vais trop lentement là. Alors, je veux bien qu'on change. Voilà. Alors, là, j'insiste sur le fait qu'il y a des parcours qui sont reconnus au titre de la formation professionnelle. C'est pour ça aussi qu'on a augmenté un petit peu les exigences en matière de candidature au dispositif, qu'on va mettre en place des processus d'audit du fonctionnement des organismes de formation d'un point de vue technique, mais et aussi d'un point de vue pédagogique. Donc là, j'imagine, Aurélie, la réaction par rapport au fait que vous avez déjà fait une certification Calliope. Là, justement, l'idée pour nous, c'est de s'appuyer sur ce que vous avez déjà fait en termes de Calliope pour ne pas être redondant et venir vraiment s'axer sur l'aspect pédagogique. Et pour ceux qui ne sont pas de Calliope, on viendra voir comment se déroulent les formations d'un point de vue pédagogique. On viendra voir ce qui se passe. On pourra faire un audit qui sera documentaire, mais on viendra aussi vous voir sur place parce que ça nous permettra de voir vos installations. Ça nous permettra de se rencontrer parce qu'on ne se rencontre pas beaucoup autrement qu'en visio. Et c'est important de pouvoir aller vers les organismes de formation du réseau pour maintenir le lien et voir quels sont les besoins. Donc, les audits ont plusieurs objectifs. Et donc, depuis le début de ce dispositif, on a réussi à faire reconnaître au titre de la formation professionnelle 2 parcours, le parcours guide composteur et le parcours maître composteur. Le parcours guide composteur est nécessaire pour entrer en parcours maître composteur. Il faut avoir fait le parcours guide complet pour pouvoir entrer en formation de maître composteur. Et on a fait reconnaître au titre de la formation professionnelle. Et donc, quand un stagiaire veut devenir guide composteur, il peut solliciter son CPF
parce que justement ces formations sont reconnues au titre du répertoire spécifique des certifications et habilitations. Donc, dans le gros jargon, on n'a pas pu mettre guide composteur et maître composteur parce que France Compétences n'acceptait pas ça. Donc, il a fallu qu'on utilise. Ils ne reconnaissaient pas notre formation comme quelque chose qui faisait entrer dans un métier. Eux, ils voyaient guide composteur et maître composteur, ça faisait trop titre de métier, donc il a fallu qu'on change ces appellations, d'où accompagner et sensibiliser la pratique de la PGProx sur le territoire et organiser et déployer des opérations de PGProx sur le territoire pour maître composteur. Donc, l'un est plutôt un rôle d'accompagnement, qui est le rôle du guide composteur qui va venir accompagner des référents de site. Et on va avoir le maître composteur qui va avoir une vision un petit peu plus stratégique et qui va organiser, déployer la PGProx sur un territoire. Donc, quand vous allez chercher ces fiches-là, c'est la fiche RS 6115 pour guide composteur et la fiche RS 6116 pour maître composteur. Vous voyez les dates de validité, septembre 2023. Oui, c'est-à-dire que demain, non, c'est pas tout à fait vrai, la validité, elle est bonne jusque fin septembre. Là, le réseau Compost Citoyen est en train de renouveler la demande de certification du parcours. Voilà, France Compétences va donner des validités très courtes, entre 1 an et 5 ans. Donc, on est régulièrement obligé de faire ce travail de renouvellement des certifications pour faire reconnaître ces parcours d'un point de vue professionnel. Donc, voilà, ça a pas mal d'implications. Voilà pourquoi on incite sur les droits et les devoirs des OF d'honnêteté, parce qu'on se base sur votre bonne foi pour remonter vos données de formation sur le site internet, et c'est ça qui nous permet de calculer les cotisations. Donc, c'est un peu un double sens, ces remontées de données, d'une part pour faire des statistiques, mais aussi pour calculer ces cotisations. Voilà. Cécile, excuse-moi, Julie, je me permets juste de te préciser qu'a priori, là, il nous resterait 5 minutes plutôt pour les questions. Je ne sais pas où tu en es dans tes slides, mais voilà. J'ai bientôt fini, je pense. Super. Alors, vas-y, je t'en prie. Oui. Alors, voilà. Je vous ai un peu tout dit, du coup. Un travail coordonné par le RCC national. Il a fallu comprendre les enjeux, comprendre le langage de France Compétences. Voilà, et qu'il faut le refaire régulièrement. Et donc là, le RCC a un rôle d'organisme certificateur. Donc, c'est pour ça qu'on est un petit peu obligé de durcir les critères de candidature au dispositif, mais bon, ça reste quand même accessible pour vous qui êtes déjà maître composteur. Et il y a plein d'options, comme présentait Céline, pour pouvoir être organisme de formation ou formateur pour un organisme de formation. Contrôle qualité des formations, je vous l'ai dit, voilà, on rentre dans des procédures Vous pourrez le relire, ça, c'est vraiment le processus. Si vous voulez devenir organisme de formation certifiant, il y a un processus d'habilitation des organismes de formation avec une procédure de contrôle. Voilà, c'est ce que je vous disais, on durcit un petit peu parce qu'on est obligé, à cause de France Compétences, d'être transparent et de respecter une procédure de contrôle du déploiement des formations sur le territoire. Je m'arrête là, du coup, parce que du coup, c'est très pointu sur la certification, mais c'est des choses qu'on pourra, au cas par cas, approfondir. Est-ce que vous avez des questions? Alors, quel est le montant de la part fixe? Ça, vous pourrez aller voir le document justement que je vous ai mis en lien. Donc, le minimum, c'est 50 €, le maximum, c'est 400 € de part fixe. Quand on fait du parcours maître composteur et moins, c'est 50 € minimum, 150 € si on fait du parcours guide et moins, et 400 € si on fait du maître composteur et moins. Est-il possible de préciser quelle formation de formateur? Je vous l'ai dit. Une expérience de terrain de formateur est-elle recevable? Oui, si vous avez fait de la formation, mais pas de la PGProx, en tant que formateur, ça dépend pourquoi pour quel module vous allez vous positionner. Nous, on aime bien quand vous candidatez que justement la structure, l'OF qui candidate nous flèche sur quel module va intervenir quel formateur. On vous demande les CV des formateurs. Ça m'est arrivé d'avoir des dossiers où j'ai
tous les CV des formateurs, mais je ne sais pas qui va faire quel module. Je peux le deviner pour certains en lisant les CV, mais j'aime bien, ça me facilite le travail de dire, bon, bah, un tel, je le positionne là-dessus, là-dessus, là-dessus. Oui, ok, ça me paraît cohérent, vu son CV, on va faire ça, voilà. Et si vous avez l'expérience de formation autre que dans le compostage, ça marche aussi parce que vous avez pris une posture de formateur. Voilà. Cécile, du coup, on a Mélanie Netto qui souhaiterait intervenir. Si Mélanie, tu pouvais Ouais. activer. Je préfère le faire à l'oral, en fait, ce sera plus simple que d'écrire sur le chat à chaque fois et de revenir dessus. Oui. Merci Cécile pour toutes ces explications. Moi, on parlera peut-être, je vous appellerai à part parce que j'étais dans une situation justement un peu inconfortable, moi, par rapport à ces histoires. Vous hochez la tête, je pense que vous voyez de quelle situation je parle. Donc pour moi, c'était important de recadrer un petit peu tout ça de la part du RCC. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que finalement, c'est pas le RCC national et du coup les RCC de territoire, tels que le RCC PACA, le RCC Nouvelle-Aquitaine, qui se portent finalement en garant d'organismes de formation. Et après, bah, nous, les formateurs qui souhaitons former, euh, on s'affilierait finalement au RCC régional pour pouvoir faire les formations. Parce que là, je l'ai bien vu avec mon expérience personnelle, ça a donné de la dérive qui, moi, m'a mis dans une situation très problématique. Alors que si j'avais directement été vers le RCC PACA et si c'était eux qui dispensaient les formations, ben, au moins j'aurais été tranquille, quoi. Je sais pas si vous voyez la teneur de ma question, je sais pas si c'est clair. Je trouve ça dommage que c'est pas le RCC, en fait, tout simplement, qui se positionne en organisme et après, nous, on fait les formations avec le RCC, en fait. Ben, on n'a pas vocation à former, nous, en fait. Le RCC national, on n'est pas organisme de formation, nous, parce que ce n'est pas notre mission. On facilite le travail des membres qui sont organismes de formation, mais on n'a pas vocation à faire de la formation continue directement. Ce n'est pas notre mission de base. On a Amandine, est-ce que tu veux répondre à cette question Ouais. ou en poser une autre? Amandine de Well. Bon, du Il coup, faut allumer le micro, ouais, Amandine. je vais considérer que du coup, c'est une question que tu souhaites poser après. Moi, je peux peut-être apporter à Mélanie Non, un élément de réponse. Ah, c'était juste un. C'est sur le même thème, mais un petit peu différent. Donc, d'accord. Non, mais juste, Mélanie, enfin, moi, je fais partie du conseil d'administration du réseau Compost Citoyen Nouvelle-Aquitaine. Et il y a un principe central depuis qu'on existe, nous, les réseaux Compost Citoyens, c'est qu'on ne va pas faire à la place de nos adhérents. C'est-à-dire que les adhérents sont à la fois des collectivités, à la fois des maîtres composteurs indépendants, mais aussi des organismes de formation. Et donc, notre vocation, c'est de mettre en lien les demandes sur le territoire avec les professionnels qui savent répondre à ces demandes, l'une de nos missions en tout cas, mais on ne va pas devenir organisme de formation RCC, puisque ça voudrait dire qu'en fait, qu'on se substitue à nos adhérents, et ce n'est pas du tout la vocation du réseau. Le réseau, comme son nom l'indique, c'est vraiment mettre en réseau. Céline, tu veux compléter peut-être ce que je viens de dire? Pour aller dans ton sens aussi, il faut imaginer que même si les réseaux commencent à prendre un petit peu de l'âge, il y a des structures et notamment des organismes de formation qui ont aidé à la création du RCC national et des réseaux régionaux. Alors là, je parle même au sein enfin, pour ma propre structure, on est organisme de formation et on était organisme de formation avant même qu'existe le RCC. Du coup, c'est un peu compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait, on arrête notre activité pour le déléguer au réseau national, ce serait un peu bizarre en fait. Et nous, on n'a pas la structure pour faire ça. Hein. S'il fallait gérer les milliers de stagiaires formés par an, enfin, c'est pas possible. Amandine, du coup? oui, moi, je voulais témoigner et dire que j'avais interpellé déjà le RCC-NA et puis l'ADEME il y a peut-être un peu moins d'un an sur une problématique que j'ai rencontrée sur mon territoire, en Corrèze, où les maîtres composteurs salariés d'une collectivité ne souhaitaient pas me faire travailler comme formatrice parce que en fait, ils estiment que eux, ils font le boulot, ils sont maîtres composteurs et ils ont besoin de personnes. Vu qu'ils sont maîtres composteurs, ils peuvent former les gens. Et la formation de référent de site, puisque moi, c'est la seule que je fais, ils passent 1 heure et demie avec les gens et ils forment des référents de site comme ça. Donc, j'avais interpellé l'ADEME, j'ai pas eu vraiment de retour. Enfin, j'ai pas eu vraiment de réponse et j'alerte là-dessus. Et je souhaite que ce soit mis en avant, ça, et qu'auprès des collectivités,
le message passe bien qu'une formation, c'est 7 heures, enfin, la première, quoi, le RS, et que c'est pas parce qu'on est maître composteur embauché dans une collectivité qu'on peut se mettre d'un coup à former des gens et que la formation, voilà, ça peut pas être une formation d'1 heure et demie donnée par quelqu'un qui n'est pas formateur. Et voilà, ça a été très tendu la situation, et je pense que je l'ai entendu dire ailleurs, donc je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose par rapport à ça. Voilà. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que le réseau a vocation à promouvoir la PG Prox et le réseau n'a pas vocation à faire vivre les organismes de formation du réseau, en fait. Donc, l'idée, c'est qu'on est conscient que les collectivités s'appuient sur leur maître composteur pour former. Et dès que j'ai un maître composteur qui vient vers moi, je ne peux pas lui dire ah non, vous êtes obligé de passer par un organisme de formation PG Proc. Je n'ai pas le droit de lui dire ça. C'est écrit nulle part dans la loi. J'ai aucune obligation. Il n'y a aucune obligation qu'un agent de collectivité ou qu'un administré d'une collectivité passe par un organisme PG Prox. Nous, notre rôle, c'est de faire connaître, voilà, de faire comprendre que quand les gens qui gèrent un site sont bien formés, et ben, le site est plus beau, fonctionne mieux, et donc il dure plus longtemps, et donc il donne envie d'être reproduit. Donc là, nous, c'est le message qu'on fait passer. Et quand j'ai des maîtres composteurs qui viennent de collectivités me dire « Ah, ben, moi, j'ai pas les moyens, ma collectivité, elle n'a pas les moyens de former, j'aimerais bien passer par un organisme OF, comment je fais ?» Et ben moi, en toute honnêteté, je vais vous dire ce que je leur dis. Je leur dis, bah, ok, formez-vous formateur pour savoir ce que vous allez faire. Essayez de voir avec un organisme de formation si éventuellement vous ne pourriez pas être tutoré, parce qu'il y a des gentils organismes de formation du réseau qui font du tutorat. Ça, c'est peut-être quelque chose que éventuellement peut proposer un réseau régional pour ces structures, pour ces collectivités qui n'ont pas les moyens. Les inciter à adhérer au réseau, justement, pour que les formations qu'ils vont faire sur des référents de sites, eh ben, ils les fassent selon le référentiel, même si, tant pis, l'argent, il ne va pas dans les poches des OF. Mais en tout cas, la gestion de proximité des biodéchets est passée. Les valeurs de la gestion et les techniques seraient passées. Et nous, le rôle du RCC est fait, en fait. Ça rejoint la question de Marie-Lou Angénieux, du coup, sur la question des collectivités. Donc, sa question, c'était pour une collectivité, le seul moyen d'avoir des référents de site, par exemple, certifiés, et de passer par une structure extérieure, c'est-à-dire un organisme de formation. Donc, Marie-Lou, on peut te répondre que oui, c'est la seule manière d'avoir des guides composteurs et des maîtres composteurs certifiés PG Prox. Puisqu'il faut que ces organismes de formation soient passés par la procédure, c'est ça? Il y a deux choses là-dedans. Je vais répondre, du coup. Un référent de site, c'est pas du tout certifiant, c'est pas du tout certifié, ça dure une journée. Nous, on reconnaît les référents de site qu'on fait une initiation compostage, donc c'est la fameuse demi-journée dont on parlait. Pour nous, on ne reconnaît pas quelqu'un référent de site s'il a fait une demi-journée de formation. On reconnaît un référent de site s'il a fait la demi-journée de formation pour savoir comment on fait du compost et ensuite la demi-journée qui va spécifier « Ok, je fais du compostage partagé ou je fais du compostage autonome en établissement et du coup, je sais ce que je fais. » Et là, je suis référent de mon site. Ok. Mais là, la collectivité, pour former ses référents de site, nous, par exemple, sur Toulouse Métropole, mais je ne sais pas comment ça se passe sur Bordeaux, par exemple, sur Toulouse Métropole, c'est Toulouse Métropole qui a un budget pour ça, c'est très bien. Ils vont faire appel à Humus et Associés, qui est un organisme de formation, donc qui est prestataire pour Toulouse Métropole. Et c'est Humus et Associés qui forment les référents de site. Mais globalement, c'est Toulouse Métropole qui forme les référents de site, qui finance les formations des référents de site sur Toulouse Métropole. Après, il y a des petites collectivités qui n'ont pas les moyens de faire ça, ou qui ne se sont pas donné les moyens de financer de la formation des habitants. Après, pour du parcours guide et du parcours maître, ce n'est pas les mêmes profils qui viennent en formation, donc ce n'est pas la même question.
pour du parcours guide et du parcours maître, les agents des collectivités, ils passent par le CNFPT. Et nous, on travaille avec le CNFPT justement pour dire, bah, attention, le CNFPT, vous aimeriez bien faire des formations de 6 heures. Non, non, elles font 7 heures les formations. Et il nous faut... Enfin, faut que vous passiez, nous on leur impose, entre guillemets, on fait du forcing pour que le CNFPT passe par des organismes de formation du réseau. Voilà, donc ça c'est tout un travail de plaidoyer que le RCC national fait. Bah, ça dépend, elles ne sont pas complètes les formations de guide. Voilà, le CNFPT a dans son catalogue la formation de guide composteur. Et l'idée, c'est que bah, ils sont pas en mesure de prendre le parcours certifiant, mais ils le délèguent au RCC. Toute la partie de certification est déléguée au RCC. Je crois qu'on a pris beaucoup de temps pour moi, là. Je ne sais pas si... peut-être que si à la fin, il reste du temps, vous pourrez me poser des questions. En tout cas... Non, mais c'est OK. En fait, on était au niveau des horaires avec une souplesse pour les questions parce qu'on sait que c'est rare en fait d'avoir des réponses à ces questions-là. Donc, c'est pas très grave. Enfin, je vois avec Céline, mais c'est OK. Oui. Si on déborde, on a prévu une petite marge parce que justement, on s'attendait, on espérait qu'il pourrait y avoir des réponses à ce type de questions. Donc, vas-y. D'accord. Alors, pour le CNFPT, par exemple, Marie-Lou, alors, je ne sais pas quand est-ce que tu as passé ta formation, mais du coup, maintenant, au catalogue du CNFPT, sont proposées dans les délégations régionales une formation, être guide composteur en collectivité, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on leur a demandé, on est passé par le CNFPT national, on a un contact précis dedans, et on a revu la fiche avec l'ensemble des modules, on leur a fait intégrer le module de formation gaspillage alimentaire. On leur a dit, bah voilà, vous faites de la formation complète. Il y aura peut-être des agents qui ne feront pas de la formation complète, mais en tout cas, on a incité le CNFPT, c'est écrit dans la fiche, dans le contact qu'on a au national à communiquer aux délégations régionales qu'il fallait qu'ils passent par des organismes de formation PGProx. Voilà, on fait du plaidoyer avec eux pour dire, bon, ça se passe comme ça, dans l'idéal, il faut que ça se passe comme ça. Et donc, c'est un travail de longue haleine avec eux. Mais ça commence à se passer de mieux en mieux. Voilà. Ah, d'accord, Marie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question de Cynthia de Evolis23 qui demandait s'il y avait des exemples de collectivités qui étaient passées par du tutorat externe. Céline, vous avez conseillé, non, des petites personnes Aura du Sol est pas mal dans cette dynamique-là de tutorat, donc, et on encourage ça. On a les épigés aussi à Chambéry qui font pas mal de tutorat aussi. Donc, Céline, Alors effectivement, je ne sais pas exactement ce qu'entendait Cynthia dans tutorat, mais effectivement, Aura du Sol a travaillé avec différents CNFPT, puisqu'en fait, ça marche par binôme de département. Donc, c'est pas parce qu'on fait une action avec un CNFPT que ça c'est automatiquement reproduit sur un autre. Mais par exemple, on a le conseil départemental de la Gironde qui souhaitait former ses agents de restauration dans les collèges, qui est en train de travailler sur le CNFPT parce qu'on a mis en place ce genre d'action au niveau de la Dordogne. Et donc, c'est pas les mêmes binômes, mais ils se servent en fait d'une expérience d'un département pour essayer de le reproduire dans un autre. Et à ce moment-là, ils sont passés en fait par le CNFPT, mais du coup, le formateur a été pris chez les OF, quoi. Et notamment, Aura du Sol est allé former des agents. Je sais pas si ça répond bien à la question. D'accord. Alors, formation, référent de site non certifiante. Non, en fait, les référents de site sont la plupart, sont des bénévoles. Les exceptions qu'on commence à voir, c'est les référents de site en compostage autonome en établissement, parce que ça va être la dame de la cantine, ça va être le technicien espace vert du collège, voilà, qui vont être formés référents de site et du coup, ça s'intègre à leur mission professionnelle. Donc là, c'est les exceptions qu'on a, mais la plupart des référents de site, ça va être pour du compostage partagé, du compostage de quartier, et donc c'est des habitants lambda. Donc, cette formation n'a pas vocation à devenir, en tout cas prochainement, certifiante. On verra dans le futur. Mais être référent de site n'est pas
ne permet pas d'obtenir une certification professionnelle. Voilà. Ça veut dire que n'importe quelle structure Calliope ou non peut former sur cette appellation. Non, mais alors, l'appellation, il y a deux questions. Les pionniers du dispositif de formation n'ont pas voulu, je n'ai pas la réponse pourquoi, peut-être que des gens qui sont plus anciens que moi sauront, ils n'ont pas voulu, on met à l'INPI là, protéger les appellations guide composteur, maître composteur. Ça veut dire qu'on pourrait avoir potentiellement, et peut-être que ça existe, mais on va à la chasse, on essaye de regarder, on pourrait avoir des formations maître composteur et guide composteur qui soient faites par n'importe qui. Le travail du RCC, c'est de faire reconnaître qu'il existe des formations PGProx faites par des organismes de formation qui suivent un protocole bien particulier qui permet de faire que les sites de compostage sont bien gérés et donnent envie d'être reproduits. Voilà. Mais il y a l'appellation référent site, l'appellation guide composteur, l'appellation maître composteur ne sont pas protégées. Pardon, Cécile, peut-être légèrement quand même, parce que c'est aujourd'hui reconnu. Vous nous avez donné des fiches tout à l'heure. Oui, Et mais c'est c'est pas une certification guide composteur, c'est la certification accompagnée et sensibilisée à la pratique de la PGProx sur le territoire. D'accord, les deux fiches de tout à l'heure, c'est pas des fiches quelque part métiers reconnues par France Compétences de ces métiers-là. D'accord. Ce sont des fiches compétences. On a reconnu ce qui est reconnu là, ce sont des compétences associées à cette certification. Si on voulait faire reconnaître guide composteur et maître composteur en tant que métier, il faudrait qu'on accède au répertoire national des certifications professionnelles qui s'appelle le RNCP en abrégé. Et là, nous, on ne peut pas prétendre à ça parce que nos formations font moins de 200 heures. Donc là, on va déjà continuer à faire certifier les parcours au répertoire spécifique. Et quand on aura les épaules et les reins pour porter un cursus au RNCP, peut-être que là, ça changera la donne. Mais là, voilà, actuellement, on est 5 salariés et on commence à être 2,5 sur la formation. On commence à prendre de la structure, mais on n'est pas assez encore structuré pour aller sur ce champ-là. Mais on commence à en parler. Voilà, on commence à en parler. Pour compléter Niveau peut-être de Cécile, timing. si je dis pas de bêtises, tu parles de RNCP. Donc là, au final, on n'est pas reconnu comme métier, mais on est reconnu comme compétence. Donc à la CNCP, si je ne m'abuse, qui du coup est affilié à certains métiers, ce qui fait que certains agriculteurs, par exemple de demain ou de service à la personne, reconnaissent que dans leur formation de leur métier, ont besoin de ces compétences. Et c'est pour ça qu'on trouve de plus en plus de futurs agriculteurs ou de futurs auxiliaires de vie qui passent par la formation PGProx aussi pour acquérir ces compétences. Oui, alors la CNCP n'existe plus, elle a été remplacée par France Compétences, c'est pour ça que je parle de France Compétences. D'accord. Voilà. La première certification qu'on a obtenue, elle était auprès de la CNCP justement. Et entre-temps, entre 2018 et 2019, c'est France Compétences qui a pris le relais. Et c'est eux qui reconnaissent d'une part des compétences ou des blocs de compétences, et après, quand on veut que ça devienne un diplôme ou une appellation métier, par exemple, animateur nature, c'est quelque chose qui peut être au RNCP, alors que guide composteur, eh ben non, un animateur nature peut être guide composteur. Voilà. En gros, nous, on a des compétences qu'on peut ajouter à des métiers existants. On n'est pas encore au stade où on n'a pas encore dessiné ça pour que en tout cas la PGProx porte un métier à lui tout seul. Donc là, c'est des champs qu'on peut voir avec des formations sur les déchets, voir comment on intègre ça. Bon, c'est tout un sujet qui est assez pointu et complexe. Et pour l'instant, on voit poindre que ce serait pas mal qu'on aille vers ça, mais on ne sait pas encore comment faire, et donc ça demande un gros travail. En complément de la question sur le tutorat. Je propose qu'on prenne peut-être une dernière question Oui. avant de passer au témoignage suivant.
Alors, juste préciser le tutorat, moi ce que j'entendais par tutorat, c'est que des formateurs, par exemple, d'Aura du Sol, peuvent accompagner, peuvent accepter un maître composteur d'une collectivité en fond de salle d'une formation pour voir comment ça se passe, l'inciter à faire une formation de formateur et après, bah, voilà, il a quelques billes, ce maître composteur qui est coincé dans sa collectivité, qui n'a pas de sous, et il peut quand même faire des formations qui ressemblent à quelque chose. Voilà ce que... je vous dis les choses crûment, hein, mais en gros, pour qu'au moins, s'il y en a qui passent pas par des OF, et ben au moins ils fassent les choses bien, qui suivent le référentiel. On les incite à suivre le référentiel, quoi. Les collectivités ont droit à des aides pour proposer des formations RS? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je propose qu'on passe au témoignage d'Aurélie, du coup. Le fond vert. Le fond vert peut accompagner en ce moment jusqu'au 31 décembre. Ah Mais oui, on le peut fond, en discuter plus tard. Voilà. Oui, merci. Yes. Voilà, donc moi je vais vous présenter l'articulation avec les coopératives d'activité et d'emploi, puisque moi je suis donc entrepreneur chez Coaction, qui est une coopérative d'activité et d'emploi basée en Gironde et qui couvre 3 départements, donc le Lot-et-Garonne, la Gironde et les Landes. Et je suis basée dans les Landes, donc sur des activités professionnelles qui tournent autour du design de permaculture et du compostage de proximité, particulièrement en établissement. Donc voilà, c'est le principe de la CAE. Je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà entendu parler des coopératives d'activité et d'emploi, mais je vais réexpliquer rapidement, expliquer rapidement de quoi il s'agit. Donc, la coopérative d'activité et d'emploi, CAE, donc, ce sont des entrepreneurs qui se regroupent pour mutualiser des services, donc un service comptabilité, un logiciel de gestion des factures, des devis, de l'accompagnement aussi. Donc on est suivi par des accompagnatrices et accompagnateurs sur nos projets pour voilà, trouver des pistes pour pouvoir augmenter encore la viabilité de notre activité. Et donc, l'avantage, c'est qu'en CAE, on peut aussi mutualiser la certification Calliope. Aurélie Aubergeon, tout à l'heure, a parlé du coût de certification Calliope qu'elle avait payé, donc, qui était aux alentours de 2000 € pour l'audit de départ, hein, d'entrée dans la certification. Nous, comme on est une centaine d'entrepreneurs, dont à peu près une cinquantaine de formateurs, du coup, on peut mutualiser ce coût et le diviser. Et donc, ça revient à quelques dizaines d'euros en fait, par an par formateur pour pouvoir bénéficier de la certification Calliope. Donc, bon, l'avantage aussi de la CAE, c'est que c'est un statut qui permet, enfin, c'est un statut juridique qui porte aussi l'appellation de entrepreneur salarié associé, c'est-à-dire que les entrepreneurs des CAE deviennent à terme les salariés de leur propre activité. Donc, ça a un côté aussi protecteur un petit peu plus important que quand on a, par exemple, des auto-entrepreneurs qui n'ont pas droit à grand-chose quand ils se cassent une jambe ou qui leur arrive un pépin. Voilà. Donc, nous, on cotise effectivement à tous nos droits sociaux. Donc, c'est vraiment intéressant aussi de ce point de vue-là. Si tu veux passer à la diapo suivante. Donc nous, Compostland, donc moi je travaille sous la bannière de Compostland avec une autre entrepreneur de coaction qui s'appelle Sandimage. Et on a effectivement déployé des formations référent sites pour le moment. On a demandé le chartage auprès du RCC. Pour l'instant, on n'a pas pu avoir la certification, le chartage, pardon, parce que on a présenté donc nos déroulés de formation, nos contenus, etc. Mais il nous manque encore un site école, c'est-à-dire un endroit où on puisse accueillir les stagiaires pour leur délivrer cette fameuse formation référent site, avec à proximité un composteur qui est déjà en fonction. Donc avec un compost qui est en train de se faire, qu'on peut observer, qu'on peut éventuellement rajuster ou que ça peut constituer un support de formation. Nous, on forme dans le cadre de nos missions Compostland. Notre métier, c'est de mettre en place des sites de compostage, particulièrement sur les établissements, donc scolaires ou les campings, etc., sur des établissements qui produisent des quantités importantes de biodéchets.
Et on forme du coup les personnels ou les agents qui devront utiliser ces installations. Mais pour le moment, on forme en fait les personnes donc en salle et aussi sur la base du compost qui est en train de démarrer chez eux. Donc, on fait, voilà, on se débrouille comme ça pour l'instant, mais c'est vrai que c'est notre volonté aussi d'avoir les installations vraiment nécessaires pour être charté PG Prox. Et en fait, pour moi, voilà, le chartage PG Prox, ça a permis de valider le fait que nos contenus étaient de qualité. Et ça permet de valider que, enfin voilà, cette question-là, nous, on n'avait pas forcément, on n'avait pas forcément mis le doigt dessus. Et c'est vraiment intéressant de se confronter au déroulé nécessaire pour être charté, pour voir où on en est en fait aussi sur la qualité de ce qu'on propose. Au niveau des coûts, donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant de mutualiser le fait de délivrer de la formation dans le cadre d'une coopérative d'activité et d'emploi, parce que les coûts sont mutualisés aussi. Mais évidemment, ça a un coût aussi de faire partie d'une coopérative d'activité et d'emploi. La contribution coopérative, elle est de 12% de notre marge brute. Donc en gros, la marge brute, c'est ce qu'on a comme chiffre d'affaires moins ce qu'on a comme charge de fonctionnement. Ça, c'est la marge brute. Et donc 12% de ce montant-là est dédié à la contribution coopérative de coaction. Mais d'un autre côté, la coopérative, elle permet aussi de répondre à des choses un peu plus costauds que si on est en auto-entreprise ou en structure un peu plus modeste. On a beaucoup d'entrepreneurs formateurs qui, du coup, répondent à des marchés publics. C'est d'ailleurs grâce à Coaction que nous, on a pu répondre aussi à un marché public de la région pour faire des diagnostics auprès des collèges. Et bon, il n'y avait pas encore de question de formation, mais c'était un volet diagnostic sur les biodéchets excusez-moi, c'est la région, donc c'était les lycées. Et bon, faute de budget, du coup, ils n'avaient pas pu attribuer le marché à tous les départements concernés. Mais tout ça pour dire que c'est un levier intéressant pour avoir aussi d'activité. Voilà, de pouvoir se grouper avec d'autres entrepreneurs et aussi avoir une structure qui est costaud, puisque nous, je crois qu'on a 1,5 million de chiffre d'affaires annuel. Donc, quand on répond à un marché public, ça fait partie il y a des critères de solidité aussi de la structure qui répond. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et comme je l'ai dit, donc, on contribue aussi à la certification Calliope. Donc, de mémoire, c'est à peu près 30 € par an par entrepreneur pour la certification Calliope mutualisée. Voilà, j'ai mentionné en bas aussi statut salarié égale plus de protection. Un peu plus de charge, mais un peu plus de protection, ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci Céline, tu peux passer à la suivante. Pardon, Solange. Et donc, au niveau du formalisme et des formalités liées à Calliope, du coup, le revers de la médaille, c'est que tous les entrepreneurs sont solidaires sur le fait de décrocher ou de perdre la certification Calliope. Donc, au sein de la coopérative, on est très vigilant à ce que toutes les personnes qui délivrent de la formation au sein de la coopérative aient le sérieux et s'attache à ce que tous les éléments que Calliope demande, il y a beaucoup de formalisme. Du coup, ça implique qu'on soit tous solidaires et qu'on travaille tous très bien pour garder la certification. Donc, c'est pour ça qu'au sein de notre CAE, nous, il y a une formation obligatoire d'une journée si on veut devenir formateur au sein de la CAE, où on a vraiment un cours, une journée qui nous explique le formalisme de la formation dans le cadre de Calliope. Et puis, on a aussi un responsable d'organisme de formation qui est là pour nous aider, répondre à nos questions, valider nos documents si on a un doute, etc. C'est déjà arrivé que voilà, il y a des je crois sur les bilans de compétences, l'un des membres qui avait été un petit peu léger sur certains aspects et ça avait mis en difficulté aussi les autres membres de la CAE qui proposaient des bilans de compétences. Donc il y avait un point de vigilance là-dessus. Si vous n'aimez pas dépendre des autres pour ce que vous faites, voilà, la CAE, c'est pas forcément quelque chose qui va vous mettre dans le confort, on va dire. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on est vraiment accompagné. Il y a un espèce de parcours qui fait qu'on est pris en main et donc on a toutes les cartes en main pour vraiment faire les documents au mieux. Voilà, il y a des documents qui sont déjà existants dans la CAE pour faire un récapitulatif
une liste de tous les documents qu'il faudra produire lorsqu'on met sur pied une formation. Donc, on est cadré, quoi. C'est ça qui est appréciable. Responsabilité partagée, donc voilà, à garder en tête. Je crois qu'il y a des questions dans le chat, du coup, je vais peut-être pouvoir les lire en direct. Merci Alors, Aurélie. Eh ben, dans le chat, pour l'instant, il y avait plutôt des compléments d'information donc qui nous avaient été donnés notamment sur les aides pour le fonds vert. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à Aurélie? Bon, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, à les poser via l'adresse contact, l'adresse mail du RCC. Les questions pourront être traitées juste après, dans quelques semaines, sans problème. Alors, Moi, du coup, j'ai peut-être une question, s'il n'y a pas d'autres personnes qui en ont. Du coup, ça veut dire que concrètement, vous êtes complètement autonome, Sandy et toi, vous allez chercher votre activité, c'est-à-dire que vous faites la partie commercialisation et c'est vous qui montez vos formations. Et en fait, la CAE ne vous sert que de support administratif pour Calliope et pour activité déclarée en tant que formateur d'OF, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Notamment sur mon autre activité Permagenta, j'avais monté une formation action sur le design de permaculture pour accompagner au sein d'une formation action des gens qui voudraient rentrer dans le vif du sujet sur le design de permaculture. Et effectivement, j'avais monté la formation de toutes pièces avec un regard bienveillant de la part de la responsable d'organisme de formation qui avait bien, en plus c'était juste avant l'audit de renouvellement de Calliope, donc autant vous dire que comme c'était la première formation officielle que je délivrais dans Coaction, tout était bien regardé de la part de la responsable d'OF pour pas mettre en difficulté les autres entrepreneurs. Donc c'est ça, on est responsable de notre chiffre d'affaires. On ne partage pas le chiffre d'affaires avec les autres entrepreneurs, hein. C'est vraiment notre chiffre qui est mis sur un compte à notre nom et qui permet de générer notre salaire d'entrepreneurs salariés. Et du coup, ça veut dire que la cotisation dont on parlait tout à l'heure, que Cécile nous expliquait avec la part fixe et la part variable, c'est aussi du coup Compostland qui a en charge ces 12 € par stagiaire. C'est ça. C'est une question que je me pose, hein, moi, sur s'il y avait d'autres personnes qui souhaitent faire de la mise en place de sites de compostage au sein de Coaction, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Mais si on était plusieurs maîtres composteurs dans la même CAE, est-ce qu'il faudrait demander une certif par activité, en fait, puisque nous, on a la bannière Compostland, on fait vraiment le déploiement de cette activité-là dans les Landes, mais il pourrait y avoir un entrepreneur girondin qui se mette sur cette activité. Le plus intelligent, ce serait qu'on partage nos contenus de formation et qu'on demande une certification groupée, qu'on demande un chartage groupé. Ça, ce serait le plus intelligent, mais après, on n'est pas non plus forcément... les autres entrepreneurs de la coopérative ne sont pas forcément, on ne va pas forcément avoir d'atome crochu professionnel avec tous les entrepreneurs de la coopérative. Donc, c'est un sujet à clarifier peut-être pour les prochaines années. Cécile, tu as peut-être une réponse? Alors, la réponse à cette question-là, j'ai avalé, j'avais autre chose à dire avant, mais tant pis. La CAE, c'est elle qui est reconnue organisme de formation pour nous. Donc, les attestations de fin de formation doivent être signées par la CAE et pas par Coaction. En gros, la CAE, c'est Coaction, hein. C'est le nom de la CAE. Ah oui, la CAE par Compostland, pardon. Oui. Voilà. Oui, c'est bien la responsable d'OF qui signe tous les documents officiels, hein, chez nous. Voilà, c'est ça. On ne signe pas de convention, etc. Ouais. Pour la deuxième question, par exemple, dans le Grand Est, il y a une CAE qui s'appelle Synercop, qui accueille plusieurs organismes, plusieurs structures de PG Prox. Et on a j'ai au moins deux organismes PG Prox différents au sein de Synercop. On a Biocyclade par Hélène Guinaud, que certains connaissent bien. Et on a Gaëlle Matija pour Mocos Solutions, là, qui sont pas mal engagés dans le RCC Grand Est. Et donc, au sein de cette CAE,
elles sont deux structures différentes de formation. Après, elles vont intervenir, peut-être être formatrices l'une pour l'autre, machin, elles vont faire leur sauce. Mais moi, par exemple, quand j'envoie les demandes de paiement de cotisation, j'envoie à Hélène Guinaud, enfin, j'envoie à Synercop qui doit, ou j'envoie à Hélène Guinaud et j'envoie à Mocos. Et après, vous vous débrouillez en interne de votre sauce groupement, mais j'ai le groupement Synercop Biocyclade, j'ai le groupement Synercop Mocos. Voilà. Mais elle pourrait choisir de mutualiser, si elle voulait. Elle pourrait choisir de mutualiser. Très bien, merci Cécile. Mais un petit message de Mélanie Netto qui nous dit donc que ce n'est pas une question, mais qu'elle est prête à te rejoindre là-bas dans le fin fond des Landes pour travailler, parce qu'elle déménage prochainement près de chez toi et elle te propose de t'appeler en direct. Eh bien, super. Ça qu'on se parle, Mélanie. Amandine, tu as une question? Oui, en fait, je voulais témoigner. Moi, j'étais en CAE pendant 9 ans. Et donc, la dernière, c'était COP Alpha en Gironde et en Dordogne. Et en fait, c'est des formules qui sont très nouvelles, puisque c'est lié à la loi Benoît Hamon. Enfin, en tout cas, la législation concernant le CAE, c'est 2014. Donc, tout est possible. Et effectivement, ce qui serait bien, c'est que quand les gens envisagent d'entrer dans une CAE, c'est de se renseigner sur s'il n'y a pas, par exemple, déjà des gens qui font du compostage dans une CAE proche de chez eux, parce que on se rend compte que chaque CAE de Nouvelle-Aquitaine a un maître composteur. Et c'est vrai que la formule se regrouper au sein d'une CAE, c'est vraiment chouette pour pouvoir répondre à des marchés publics, etc. D'autant que, comme tu l'as dit, on est accompagné, on est à la fois très autonome et en même temps, on a la sécurité dans le sens où on est salarié, on a donc des droits importants, mais on est autonome puisqu'on crée notre propre chiffre d'affaires. Et c'est là aussi où je voulais le signaler, c'est qu'il y a des limites, puisque moi, j'ai dû quitter ma CAE parce que c'était en 2021, je suis devenue associée et j'ai pas fait assez de chiffre d'affaires suite au Covid. Et du coup, il faut faire, en tout cas dans celle où j'étais, et je sais qu'il y en a plusieurs comme ça, il faut faire un minimum de chiffre d'affaires de 15 000 € par an. Et je n'ai pas réussi à les faire, donc j'ai dû partir de la CAE. Donc voilà aussi les limites des CAE, avec tous les avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Voilà. Merci Amandine. Du coup, est-ce que tu pourrais préciser pour Bichon 4, je ne sais pas qui est Bichon 4, mais comment s'écrit le nom de la SCOP dont vous parliez, Cécile? Je viens de répondre. Ah, pardon, je n'avais pas vu. Synercop. Ok, très bien. Et vous pouvez me tutoyer, hein, parce que sinon. Oui, je disais que dont vous parliez, Aurélie et toi, mais bon. Ah, d'accord. Synercop est une CAE et comme coaction. Voilà. Ok. Et dernière question de Florence Budon, du coup de Germaine Veil, qui nous dit vis-à-vis de la CAE, Sandy et toi, donc Aurélie, vous êtes une seule structure. Cette situation est-elle possible ou êtes-vous deux entités distinctes? Eh ben, les deux. C'est-à-dire que Sandy a des activités de son côté sur certaines choses qu'elle fait toute seule. Moi aussi de mon côté, puisque Père Magenta, ce n'est que moi. Et sur Compostland, on est une activité chapeau. Donc, on a cette activité qui s'appelle Compostland dans la CAE et qui a donné lieu d'ailleurs à la signature d'une petite convention entre Sandy et moi pour, ça s'appelle une convention de micro-collectif. Donc, c'est un micro-collectif au sein de la CAE. Et donc, il y a des choses qu'on facture toutes les deux. Et ensuite, on se répartit le chiffre d'affaires entre nos deux activités selon, en fait, le temps et l'énergie qu'on y a passé chacune, souvent 50-50 sur des projets un peu costauds. Voilà. Donc, le chapeau principal de ce que j'entends, c'est Coaction. Finalement, en dessous, on a Compostland et qui réunit Père Magenta et la structure de Sandy. Qui réunit nommément Sandy et Aurélie pour générer des activités individuellement et du salaire surtout. Voilà. Et Père Magenta, du coup, n'a plus d'existence juridique propre, c'est-à-dire qu'il y a eu une société Père Magenta par le passé, mais que j'ai fermée. Et du coup, maintenant, Père Magenta, ce n'est qu'une marque qui me permet de faire des choses dans la CE en mon nom propre. Voilà. Oui, ce n'est pas une cascade de chapeaux d'entreprise. Ce n'est pas une structure juridique reconnue, en tout cas. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres questions pour Aurélie. N'hésitez pas, on aura peut-être un petit peu de temps à la fin, donc
On reviendra si vous avez à la fois des questions pour Aurélie, mais aussi pour les autres témoins, si ça vous est arrivé en cours de route. On essaiera de prendre un petit peu de temps en fin de webinaire pour y répondre. Merci Aurélie. Mais du coup, c'est à nous, Solange. Voilà. Oui, bonjour à tous. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Cécile tout à l'heure et cette notion de tutorat là où j'avais pas bien compris la question, effectivement, Aura du Sol a l'habitude de travailler avec différents partenaires et sous différentes formes. Et l'idée, c'était avec Solange de vous présenter un des formats qu'on met en place effectivement avec différents formateurs. Donc, d'abord pour répondre à Cécile et puis après on finit par le témoignage. Le système de tutorat utilisé en fond de salle, c'est un protocole que Aura du Sol s'est donné pour pouvoir faire monter en compétence certains acteurs. Et donc Solange l'a fait d'ailleurs dans le cadre de la formation. C'est-à-dire qu'on a un protocole, mais qu'on s'établit aussi en interne au niveau des salariés, qui est quelqu'un souhaite dispenser de la formation avec nous, fait un fond de salle, c'est-à-dire lors d'une formation, observe, prend des notes, se note toutes les questions dont il a besoin. Ensuite, on a un échange, on répond potentiellement aux questions. Ensuite, il y a une séance qui est, une formation qui est dispensée par la personne et qui est observée par un salarié de chez nous, où nous, on est là en appui si toutefois la personne ne s'en sort pas, qu'il y a une question, qu'il y a un doute ou quoi que ce soit, ou on peut venir en complément d'information aussi si les apports sont un peu courts. Et donc, c'est seulement à l'issue de ce parcours ensuite qu'il y a une validation qui permet à notre prestataire de pouvoir voler de ses propres ailes derrière. Voilà, ce qui nous permet de rejoindre la petite phrase qu'on avait au début du séminaire, qui était c'est l'organisme de formation qui garantit la qualité de ces formations dispensées. Donc nous, on a vraiment une montée en compétences conjointe comme ça avec nos prestataires. Et donc par rapport à ce que tu disais Cécile tout à l'heure, par contre, on ne le fait pas avec des maîtres composteurs qui souhaiteraient venir faire une observation de fond de salle pour aller dispenser de la formation, puisque nous, notre partie, c'est plutôt de défendre le fait que la formation est dispensée par des organismes de formation et pas forcément par une collectivité, sauf si elle fait le choix de devenir organisme de formation. Voilà. On y va, Solange? On y va. Alors, si je dois présenter Solange, puisqu'on a décidé de se présenter en binôme, je dirais qu'elle fait partie donc d'une structure qui s'appelle des Oasis en ville, qui est basée dans le 64 dans les Pyrénées-Atlantiques sur Pau, et que justement Solange a fait le choix de ne pas être organisme de formation, mais bien de travailler avec un organisme existant. Donc, si je ne dis pas de bêtises, Solange, tu t'es formée chez nous jusqu'à maître composteur. Et puis, lors de différents échanges, rencontres, organisations, et notamment beaucoup avec le RCCNA, on s'est lié un peu d'amitié avec Solange et on était conscient de son parcours et de ses compétences. Donc, en fait, on lui a proposé de travailler avec nous, d'autant que sur des formations très courtes comme du référent site ou des choses comme ça qui sont sur une journée, les Pyrénées étant relativement loin, on appréciait en fait d'avoir des personnes un petit peu installées géographiquement dans l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui nous permettait, nous, de se reposer sur son savoir-faire. Voilà. Et donc, Aura du Sol, c'est l'organisme de formation auprès duquel, effectivement, je me suis formée guide et maître, et notamment auprès de Céline. Et c'est vrai que j'ai fait connaissance avec l'équipe à ce moment-là. Et suite à ce parcours de formation, étant donné que par ailleurs, je proposais déjà des formations en lien avec le jardinage sur mon territoire dans le cadre de mon activité, j'ai naturellement eu envie de proposer de la formation PG Proc. Et donc, il a été possible de le faire via cette formule qu'on va vous décrire. Je suis effectivement allée à Aura du Sol pour observer, et j'ai ensuite été observée par Céline, comme elle vient de vous le dire, de manière à être ensuite validée pour pouvoir faire ces formations. Voilà. Sachant que ça, c'est un protocole interne que nous, on s'est imposé, mais qu'en fonction de l'organisme de formation pour lequel vous serez prestataire, par exemple, si on prend le cas d'Aurélie Aubergeon de tout à l'heure, si à un moment donné, vous travaillez en tant que prestataire
rattaché à son OF, elle aura sûrement son propre protocole et elle le mettra peut-être pas en place la même chose, quoi. Voilà. On passe, voilà. Donc, on a essayé avec Solange de vous décrire un petit peu comment ça se passait réellement. Donc, sur le terrain, avant, pendant et après la formation. Concrètement, tout ce qui est commercialisation, ça dépend. Il y a des fois, c'est au ras du sol qui est interpellé par un client et on n'a pas suffisamment de temps et on fait appel à un prestataire. D'autres fois, comme l'explique Solange, elle est en lien étroit avec l'agglo, ses collectivités sur son territoire. Et donc, c'est elle qui va chercher une formation et qui nous sollicite pour la dispenser. Donc, ce travail de commercialisation, ça peut être un petit peu fait à la fois par l'OF et par le prestataire en fonction des cas. La seule chose, c'est que de cette commercialisation, ben, on retrouve tout de suite une date, un lieu et un contact. En fait, on va savoir qui sera le client et où doit être dispensée la formation et à quelle période. Et de là, ça va générer un devis. Donc, le devis est fait par l'organisme de formation. Ensuite, ben, c'est s'assurer que la salle est bien ERP et qu'il y a bien le site de compostage qui va nous permettre de faire la partie pratique. Ce qui va ensuite, une fois qu'on aura le lieu, la date, nous permettre d'établir une liste de stagiaires. Donc là, on demande, soit Solange, soit nous, aux clients, de nous transmettre une liste des stagiaires avec des coordonnées bien spécifiques pour qu'on puisse envoyer là ou les convocations. Donc là, c'est pareil, les cas de figure, c'est soit en fait on a des stagiaires indépendants et on va envoyer une convocation à chacun, soit par exemple ça va être une collectivité, la collectivité va recevoir une convocation qu'elle va redispatcher sur l'ensemble de ses agents. Ce qui nous permet, nous, en fait, on a une CRM en parallèle qui nous permet d'avoir la création, un logiciel qui nous permet de faire la création d'une session qui sera enregistrée au sein du centre de formation et qui va nous générer en fait la convention qui aura signé avec le client et les CGV, les conditions générales de vente, qui seront à accepter aussi à la signature de la convention. Et de là, une fois que les conventions sont parties, on établit une lettre de mission entre Solange et le centre de formation, donc l'organisme de formation et au ras du sol. De là, on va donc préparer toute une pochette pédagogique et administrative qui va, sans rentrer forcément aller dans le détail, il va s'agir en fait des cahiers des stagiaires, de la feuille d'émargement, des différents questionnaires, dont Solange aura besoin, elle, pour faire remplir le jour J en salle et tous les documents qu'elle pourra remettre aux stagiaires. Et du coup, ça va être Solange qui va avoir la préparation logistique. Voilà, en parallèle de tout ça, toute la préparation in situ et la prise de contact sur le terrain, là, c'est plutôt le rôle du prestataire, c'est plutôt mon rôle. De même que le jour J, où effectivement, il faut aller récupérer les clés, installer la salle, dispenser la formation, parce que tout ce protocole, c'est quand même pour qu'à un moment, cette formation intervienne. Et puis, restitution de la salle, rangée, propre. On a détaillé ça parce que, en fait, tout ça, c'est vraiment de la responsabilité du prestataire et qui s'engage vis-à-vis du centre de formation. Voilà, donc le jour J, c'est le prestataire qui intégralement dispense sa formation. Et ensuite, à l'issue de la formation, le prestataire doit être en mesure de renvoyer les documents administratifs complétés et lisibles avec une responsabilité sur la lisibilité des coordonnées qui vont servir de support à l'envoi ensuite des certifications. Ensuite, les documents sont envoyés à la fois scannés et envoyés et en version papier. Et ensuite, le prestataire va facturer sa prestation à son centre de formation. Voilà, ça c'est le rôle du prestataire. Oui, et c'est vrai que c'est pas à négliger cette responsabilité. Déjà, parce que toute cette partie-là prend du temps lors de la journée et avant la journée. On l'a déjà échangé plusieurs fois avec Solange en disant que rien que la récupération de clés, ça pouvait être un vrai parcours du combattant des fois. Ou le nettoyage de la salle quand on a eu la météo qui allait bien pour aller faire le côté pratique. Mais notamment, lorsqu'on va recevoir la feuille d'émargement ou le tableau des coordonnées personnelles que l'on doit faire qu'on doit enregistrer pour faire les remontées au niveau du RCC national, si on n'arrive pas à relire les personnes qui ont écrit, ça peut être des fois compliqué.
De là, une fois que cette journée est passée, ça nous permet à nous de créer un certificat de réalisation qui est à envoyer en même temps que la facture et que la feuille d'émargement qui va justifier de la présence des stagiaires, donc au sein de à notre client, soit à la collectivité ou autre. Et ensuite, c'est l'organisme de formation qui va s'occuper du recouvrement, donc jusqu'au paiement de la facture, qui va payer le prestataire et qui va s'occuper de l'archivage des documents, puisque si on se rappelle ce que nous disait Aurélie Aubergeon tout à l'heure, derrière, on a aussi des audits Calliope, et donc c'est là où il va falloir qu'on ait les bons justificatifs au bon endroit quand on va avoir l'audit où ils vont tirer une formation au hasard et qu'on devra avoir tous les documents qui y réfèrent. Donc, du coup, après, on envoie au RCC national toutes les informations qui sont récupérées, notamment avec les attestations. De notre côté, on a toujours sur notre CRM des outils que Calliope nous a demandé de mettre en place, notamment un journal interne qui récapitule en fait toutes les sessions de formation que l'on aura fait pendant l'année, donc avec différents onglets, que ce soit de la date, du nombre de stagiaires, qui a validé ou autre. Et dans les différents questionnaires que l'on remet aux stagiaires, il y a à la fois un questionnaire d'évaluation, mais également un questionnaire de satisfaction. Nous, notre protocole en interne nous dit que donc c'est une note sur 10 et qu'en dessous de 8 sur 10 de moyenne sur l'ensemble de la formation, on estime qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, en fait, il y a différents critères qui sont établis où les stagiaires notent leur contentement ou leur mécontentement. Et en fonction de ce qui est noté, est-ce que c'est en lien avec le formateur? Et à ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que c'est en lien avec un problème de salle ou un problème de timing, un problème de transmission de documents, notamment au niveau des convocations, et qu'il y a des stagiaires qui n'ont pas trouvé la salle et qui sont arrivés une demi-heure après. Et donc, en fait, tous ces dysfonctionnements sont retranscrits dans un autre tableau qui s'appelle le tableau d'action corrective, où on se dit, OK, il y avait un problème sur les convocations, qu'est-ce qui a été différent sur le protocole par rapport à d'habitude, qu'est-ce qui a amélioré, pour montrer, en fait, quand on aura un audit Calliope, qu'il y a un contrôle continu avec une amélioration continue, et que dès qu'il y a eu un dysfonctionnement, il faut savoir pourquoi, comment, et comment le faire pour que ça ne se reproduise plus, quoi. Voilà. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Déjà, ça fait moins d'administratif et ça veut dire que tout le monde est à peu près content. Et puis, pour terminer, on a l'obligation d'un envoi de 2 fois par an d'un questionnaire de satisfaction donc au prescripteur pour arriver à jauger. Donc, ça marche par semestre et c'est justement pour avoir une traçabilité du contentement des clients. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? A priori, pas tant que ça. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent là? Julie du RCCNA. Du coup, vas-y. Pardon. C'était pas une question, donc peut-être ça pourrait se faire après. C'était est-ce que l'une d'entre vous pourrait, maintenant qu'on a eu tous ces témoignages, juste refaire une petite synthèse des 3 cas de figure que vous avez balayés là sur le plan organisationnel pour se faire une synthèse et se rafraîchir un peu la mémoire des 3 témoignages qu'il y a eu. Je parle pas de celui de Cécile du RCC qui était très dense aussi et qui chapeaute un peu tout le reste. Mais peut-être la question de Florian avant. Oui, vas-y Florian. Oui, en fait, c'est par rapport à la facturation, parce que du coup, ce que je comprends bien, donc, c'est que Aura du Sol paye la prestation de Solange, mais du coup, ce coût, il est répercuté sur les prescripteurs. Ça veut dire que les prestations que vous sous-traitez, les formations que vous sous-traitez à des prestataires, finalement coûtent plus cher au final que les autres, ou comment vous faites? Vous lissez le truc Non, en fait, on a estimé qu'il y avait, on a réparti en fait le coût de la formation, on l'a réparti par thématique et on a essayé de faire un pourcentage de ce qui se rapportait aux prestataires et ce qui se rapportait à l'organisme de formation. Et on est tombé grosso modo sur du 50-50. Et donc, lorsque le client nous commande une formation, il y a 50% qui revient chez Aura du Sol et 50% qui revient au prestataire. Ok, merci.
On a aussi Mélanie, du coup, qui avait une question. Vas-y. Ouais, Ouais, sachant c'est- que tout ce qui est frais de certification, c'est ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure, c'est l'organisme de formation qui les a à sa charge. Le prestataire, il a juste la prestation à réaliser, il facture cette prestation sans se préoccuper des cotisations que nous a exposées Cécile tout à l'heure. Tout à fait. Et c'est aussi pour ça qu'on s'impose des minimums d'inscrits aussi sur les formations, puisque en fait, si Solange va faire une formation et qu'il n'y a que 3 inscrits, ben, ça peut être compliqué. Soit, en fait, on a proposé au client une session complète. Donc, Calliope nous impose de ne pas avoir plus de 16 stagiaires, au minimum 8 et maximum 16. En tout cas, c'est le protocole que nous, on a choisi. Ça veut dire que si, suivant la facturation, si on facture aux stagiaires et que, par exemple, Solange crée une formation et n'a que 3 stagiaires, ben, c'est quelque chose qui va pas du tout être rentable. Donc, ça, c'est quelque chose à bien discuter avec son prestataire. Et c'est pour ça que la partie commercialisation est très importante aussi. Et l'entente, la communication entre le stagiaire et entre le prestataire et l'organisme de formation est essentielle, quoi. Mais effectivement, Solange, ben, elle n'a pas ses 12 euros par stagiaire, elle n'a pas la cotisation au RCC, elle n'a pas tout ça. Ça, c'est nous qui le prenons en charge, y compris les coûts liés à Calliope. Mélanie. Ouais, désolée, du coup, Ah, ça rejoint un peu la question de Florian, du coup, mais c'était pour justement comment qui vend et du coup qui définit les prix, parce que oui, si je comprends bien, c'est quand même l'OFR qui supporte tous les coûts administratifs. Enfin, moi, je vois par rapport à mon cas, par exemple, parce que j'ai été prestataire pour un organisme de formation qui a délivré des formations diverses et variées sur lesquelles je suis intervenue. Et bah, moi, je fixais mon prix de prestation à la journée et finalement, je ne m'étais pas plus interrogée que ça sur tous les autres frais. Mais maintenant que je veux voir ça différemment, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc là, on est d'accord qu'au final, c'est Solange qui supporte tous les frais des 12 euros par participant, de tout ce qui est Non. Calliope, etc. Et non, justement, c'est l'inverse. Non, C'est pas Aura du Solange, Sol, c'est pardon. l'organisme de Voilà, formation. voilà, Aura du Sol qui supporte Ouais. tous les frais. Et du coup, parce que si j'ai bien compris aussi, il n'y a pas de grille, on va dire, nationale pour fixer les prix des formations de guide composteur, des formations de maître composteur, surtout, parce qu'après, référent de site, c'est encore différent. Et comment les prix sont fixés finalement, parce que, enfin, comment on vend une formation comme ça? Parce qu'il y a tellement de choses qui reviennent à l'OFR, c'est difficile. Enfin, moi, je me vois demain, en tant que maître composteur, je suis amenée à vendre, hein. Je suis une vendeuse dans l'âme. Moi, je suis commerciale, c'est mon métier de base. Donc, je vends systématiquement aux personnes que je forme. Je les invite à faire ces formations de guide composteur. Ici, sur PACA, on a la problématique qu'on n'a pas de centre de formation agréé. On n'a rien mis en place. Il faut de suite sortir du territoire pour pouvoir faire des formations. Donc, je m'interrogeais vraiment sur cette question-là, mais du coup, le tarif, il est difficilement. Enfin, comment vous faites en fait pour proposer le Ben, prix final? on en discute avant, on est en communication. Enfin, moi, j'interviens pour 2 organismes de formation, à la fois pour Aura du Sol et puis aussi récemment pour Terre d'éveil, puisqu'ils sont les 2 sur mon territoire les plus proches, quoi. Voilà, j'ai eu envie de ça. Et en fait, avec chacun, je négocie, enfin, je discute avant, je négocie rien. En fait, je leur dis, voilà, j'ai une demande, quel est votre prix? Et puis, ils me disent le prix et je réponds à mon client et ensuite, je les mets en lien. Quand mon client vient me voir et me dit, j'ai besoin d'une formation de référent site pour mes agents, ça coûte combien? Je dis, ben, je vais vous donner la réponse au plus vite et puis je contacte l'organisme de formation et je lui fais la demande. C'est pas, enfin, c'est pas compliqué. On en discute, en fait, on sait. Puis maintenant, je sais à peu près. Il faut juste actualiser les prix. Mais comme on est en lien régulièrement, voilà, on communique là-dessus. Et puis, nous, on n'a pas de tarifs différents, que ce soit avec un prestataire ou que ce soit fait en interne, en fait. On estime que le travail fait est le même et que ça nous prend autant. Je dirais même qu'on fait un peu plus d'économie quand c'est Solange qui est notre prestataire, puisque Pau, c'est quand même loin de chez nous et que si en plus on devait s'ajouter les frais de déplacement, ça m'est arrivé quand j'ai été observée Solange, je suis partie le matin. Si je devais faire ma formation, que j'étais partie la veille et qu'il avait fallu que je rajoute la nuit d'hôtel, le repas, enfin, du coup, ça ajoute des frais en fait. Et ce seraient des frais qu'on retranscrirait au client. Donc, parce qu'on ne pourrait pas toujours s'asseoir dessus non plus.
Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus comment j'allais dire? En fait, Solange est connue sur son territoire et donc elle a un lien particulier, privilégié avec la collectivité qui fait que c'est plus facile en fait. Donc pour nous, c'est que du positif. Oui, puis c'est quand même plus le prox de PG Prox, quoi, Oui. dans cette logique. Après, Amandine, le problème actuellement, c'est qu'on n'est pas encore assez nombreux comme formateurs. Et pour couvrir le territoire en ne faisant pas payer des frais de déplacement, c'est très compliqué. Moi, je travaille avec Aurélie Aubergeon, donc Terre d'éveil, comme sous-traitante. Je suis sous-traitante pour elle. Et moi, je suis obligée de facturer les déplacements parce que j'ai fait des formations en Dordogne, en Corrèze. Là, je vais en faire en Creuse. Je peux pas les prendre sur les frais, parce qu'effectivement, on est aussi à 50-50, plus ou moins. Il faut forcément faire payer les frais de déplacement en plus. Moi, j'ai fait une formation une fois, je me suis payé une nuit d'hôtel sur ma partie à moi, mais enfin voilà, les frais supplémentaires, ça va vite monter et ça va être déduit de ce qu'on touche. Donc, c'est bien si les territoires se couvrent de formateurs pour qu'on puisse aller pas trop loin de chez soi pour effectivement que on reste dans des tarifs corrects pour les collectivités, mais que nous, on s'en sorte aussi. Bien sûr, Oui, oui, mais quand je disais on ne paye pas de frais de déplacement, c'est si nous, depuis Yvelines, on avait dû aller à Pau. Là, en fait, Solange, elle est chez elle, donc elle n'a pas de frais de déplacement. Mais bien sûr que si nous, on avait dû se déplacer, c'est des frais qui auraient dû être supportés par quelqu'un. On ne peut pas toujours en faire cadeau. Et par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, où les collectivités ont pas forcément toujours de gros budgets non plus pour accorder à la formation, ben, dès que tu rajoutes 100, 150, 200 euros de frais de déplacement, bien sûr, ça vient s'ajouter au devis, quoi. Mais en fait, ça boucle, je trouve, ce webinaire, puisque si on a eu envie de proposer ce webinaire, c'est aussi pour que des personnes un peu partout puissent sauter le pas et puis devenir formateurs partout et que le territoire soit maillé de formateurs de proximité, en fait. C'est ça l'idée, c'est qu'on puisse avoir de la formation un peu partout et de la formation de qualité. Carrément. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, je suis tout à fait raccord. D'autant plus que c'est des vrais sujets à enjeu stratégiques et économiques. Moi, je le vois encore une fois sur mon territoire où j'ai eu des réactions telles que bah, de toute façon, si on n'a pas la possibilité de faire comme ça, bah, on va inventer notre propre parcours de formation sur ces enjeux des biodéchets, de la gestion des biodéchets. Et là, je vous avoue que ça m'a un peu hérissé le poil en tant que militante aussi, moi, écologique et dans voilà, tous mes investissements. Enfin, c'est hyper important qu'on garde la main là-dessus parce qu'il y a évidemment des choses des déviances qui vont se mettre en place et il faut vraiment que nous, on soit présents quoi, au niveau du RCC, de tous les représentants adhérents pour pas qu'il y ait ces déviances de mise en place. Vraiment, voilà. J'ai vu sur mon territoire ce qui s'est passé et c'est hyper important. Voilà. Merci en tout cas. Voilà. Est-ce qu'on conclut? Allez. Céline, à toi, à moi? À toi, vas-y, je te laisse la parole. J'ai beaucoup parlé, moi. Alors, donc pour conclure, les différents scénarios, alors pour reprendre ce que nous proposait Julie, donc les 3 scénarios qu'on a présentés aujourd'hui grâce au témoignage sont le fait de soi-même devenir un organisme de formation, à partir du moment où on décide, et c'est ce qu'a fait Aurélie Aubergeon avec beaucoup de courage, moi je trouve, parce qu'on a un peu suivi son parcours en étant en lien avec elle et on devient organisme de formation. Elle a pu nous expliquer à quel point ça pouvait être lourd de devenir organisme de formation, mais c'est une option qui se présente à nous, devenir son propre organisme de formation et dispenser de la formation au soutien. La deuxième proposition qu'on a eue, la deuxième possibilité, ça a été de rejoindre un groupement, notamment une CAE. Mais effectivement, ceci nous a ouvert aussi à tout ce qui est les CFA et Greta, mais rejoindre un groupement et notamment une coopérative pour pouvoir, au sein de cette coopérative qui elle-même est organisme de formation,
ajouter la compétence de formation PGPROC en faisant le travail de chartage uniquement et en bénéficiant de la structure déjà organisée de formation. Et la troisième possibilité, c'est de s'appuyer sur un organisme de formation existant et rester prestataire sur son territoire et dans une forme un peu plus légère pour le prestataire finalement de dispenser la formation avec le soutien, le support et la coopération de cet organisme de formation qui lui-même assure toute la partie administrative de Calliope et du chartage PGPROX, avec bien sûr un lien qui permet de maintenir cette nécessité de qualité et de coopération sur les retours de qualité que l'organisme doit fournir. Voilà, donc on a ces trois scénarios possibles. Donc les réseaux, le national, on l'a vu via l'intervention complète de Cécile et puis les réseaux nationaux, régionaux, notamment la Nouvelle-Aquitaine pour nous, mais il y a des personnes d'autres réseaux qui sont là et tout le monde est concerné, qui sont essentiels à ce déploiement des organismes de formation et à la professionnalisation de la filière, hein, c'est ce qu'on vient d'échanger, si on veut rester dans un niveau haut et qualitatif de cette filière. Et donc, tous ces organismes de formation, tous ces acteurs de la PGPROC sont référencés sur le site. Vous pouvez suivre le lien et retrouver tous ces acteurs-là et avoir toutes les informations nécessaires via les RCC nationales et les RCC régionaux et notamment le nôtre Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, on espère que ce webinaire aura répondu aux questions que vous vous posiez. On va lui donner une suite en vous délivrant un compte-rendu. Il va aussi être accessible puisqu'il était enregistré. Un grand merci à tous nos intervenants pour la qualité de leurs interventions, leur disponibilité. Merci à Julie d'avoir encadré tout ça. Et puis, merci à vous tous de votre attention, de vos questions, de votre participation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Céline. Non, c'était parfait. Merci à tous. Merci et puis à très bientôt. Merci beaucoup.